Bonjour Jeanne Burgard, Bonjour. Qui est professeure de philosophie au cours Thalès. Et alors, première question, Jeanne, est-ce que l'épreuve était difficile? Comment vous l'avez trouvée? Difficile, j'ai du mal à trouver les sujets difficiles ou faciles de façon générale. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la plupart des séries, ce n'étaient pas des sujets très originaux. Oui, toute vérité est-elle définitive, hein, par exemple, en ES, peut-on être insensible à l'art? C'est des sujets un peu bateaux finalement. C'est des sujets qui renvoient clairement à des notions du programme et qui effectivement sonnent un peu bateaux, ce qui correspond à une politique qu'on peut observer depuis quelques années, de faire des sujets plus simples ou qui ont l'air plus simples au sens où ils renvoient plus nettement à des sujets de cours, ce qui est rassurant pour les élèves. Et ce qui correspond à une politique générale d'avoir un meilleur pourcentage de reçus au bac et donc des sujets plus faciles. Plus faciles. Donc est-ce que les notes seront plus élevées du coup? C'est fort probable, puisque voilà, on peut avoir 20 en philo. Il y a une incitation à donner des bonnes notes. Est-ce qu'on peut avoir 20 en philo? Oui, on peut avoir 20 en philo. D'accord, donc c'est rare, mais ça arrive. Ça arrive, oui, d'accord. Oui, ça peut arriver. Alors on va rentrer dans le cœur du sujet, Jeanne, avec le sujet ES. On va commencer par la première question, le sujet numéro 1, parce qu'il y avait 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire, un sujet de Durkheim, du sociologue Durkheim. Alors, premier sujet, toute vérité est-elle définitive? Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ce genre de sujet? Alors déjà sur ce sujet, la notion de vérité, c'est une notion qui est très trompeuse et très délicate. L'erreur à éviter serait de confondre vérité et opinion ou vérité et croyance. On peut très facilement se tromper sur le sujet en disant par exemple, oui, on peut changer d'avis, donc ça montre bien que toute vérité n'est pas définitive. D'accord, mais c'est pas bon. Un avis, ce n'est pas une vérité. Un avis peut être faux. Qu'est-ce que vous auriez conseillé comme plan par exemple? Alors, je suis désolée, je ne peux pas donner de plan comme ça. En fait, la construction d'un plan, ce n'est pas comme du coloriage, par exemple, où il y aurait une structure prédéfinie et il suffit de remplir. C'est plutôt comme de la sculpture. C'est-à-dire, j'ai une matière liée à une réflexion au brouillon et une fois qu'elle est là, je la sculpte pour donner forme à un plan. Donc, ça serait absurde de dire je sais pas si vous avez faire tel ou tel plan. Qu'est-ce que vous auriez conseillé de faire du coup? En tout cas, là, ce qui était important, c'était, comme pour tous les sujets, d'être très attentif à l'analyse, de réfléchir aux différents domaines dans lesquels la notion de vérité se pose. Par exemple, dans le domaine des sciences, est-ce que les théories scientifiques sont définitives ou au contraire, est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'une théorie qui est tenue pour vraie à une époque le sera toujours ou peut changer? Qu'est-ce qu'on pouvait donner comme exemple, par exemple? L'histoire des sciences, qui est faite complètement de théories qu'on a tenues pour vraies et qui ont été abandonnées. Par exemple, l'exemple très classique, c'est l'exemple du géocentrisme remplacé par l'héliocentrisme. C'est quoi le géocentrisme? Géocentrisme, c'est quand on croyait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil et les planètes et les étoiles tournaient autour. Ce qui a été tenu pour une vérité pendant des dizaines de siècles jusqu'à ce qu'on se rende compte du contraire. Et donc en ce sens, on pouvait mobiliser Karl Popper, par exemple, un philosophe des sciences allemand, qui montre que toute théorie scientifique, ce qui peut se rapprocher le plus de la vérité, en tout cas en première analyse, est provisoire, que c'est simplement un modèle provisoire et non pas définitif, qu'on peut tenir pour vrai jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est faux, jusqu'à ce qu'on le réfute. D'accord. Et que c'est justement ça qui fait la scientificité d'une théorie, c'est qu'elle est réfutable. Est-ce qu'il y avait des citations qu'on pouvait mettre, par exemple? Alors, les citations, c'est pas très important en vrai. C'est vrai? Non, ça rapporte pas, ça rapporte pas des points quand même? Non, pas du tout. Non, ce qui rapporte des points, c'est vraiment la finesse de l'analyse, la rigueur de l'argumentation, la clarté du raisonnement, etc. Et de citer quand même des philosophes qui peuvent être… Si on peut utiliser des références philosophiques
c'est bien, ça montre qu'on a travaillé pendant l'année, ce qui est quand même un attendu minimal de la part des élèves. Mais apprendre par cœur des citations et les recaser, en fait, c'est de la fioriture. Et les profs de philo, généralement, c'est pas la fioriture qui les intéresse. C'est au contraire une forme d'honnêteté intellectuelle. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes qu'on aurait pu quand même Oui, bien sûr. On aurait pu, par exemple, évoquer Bergson, puisque ce sujet, une interprétation qui me paraîtrait intéressante, c'est de montrer qu'en fait, il interroge la relation entre la vérité et le temps, avec l'idée de définitif. Et classiquement, une définition de la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée et le réel. Si je dis « il fait beau », c'est vrai si réellement il fait beau. Par contre, si dans la réalité il pleut, c'est faux. Et or, ce que Bergson montre, c'est que, et ce n'est pas le seul, beaucoup de philosophes, mais c'est que la réalité, elle est changement, mouvement, devenir, que c'est sans arrêt en train de changer. Et que du coup, si je veux rester adéquat au réel, je ne peux pas dire définitif. Voilà. C'est-à-dire la phrase « il fait beau » est vraie tant que la réalité n'a pas changé. Mais la réalité change tout le temps. Et donc, d'une certaine façon, l'idée de vérité définitive est presque contradictoire parce qu'elle oublie le caractère mouvant du réel. Merci beaucoup. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à notre professeur, à Jeanne Burgard, vous pouvez tout à fait les poser à vos claviers. Donc, si vous avez des questions sur les sujets, si vous avez un plan que vous avez fait, vous voulez lui demander si c'était le bon plan ou la bonne citation, si vous avez toutes sortes de questions sur l'épreuve de philo, c'est le moment pour vous rassurer, c'est important. Alors, deuxième sujet, on est toujours pour le bac ES, avec un sujet assez sympa aussi. Peut-on être insensible à l'art? Alors, c'est vrai qu'on pense toujours à l'art contemporain, l'art on comprend rien, voilà. Comme dit mon neveu. Voilà, est-ce que c'est c'est un sujet aussi qui est lorsqu'on étudie la notion de l'art, évidemment ça revient à chaque fois. Alors c'est un sujet qui est à la fois moi, je trouve que c'est un assez beau sujet, personnellement, parce que cette notion de sensibilité, c'est une notion assez subtile, en fait. Moi, c'est le sujet que j'aurais pris, finalement. Je crois que moi aussi. non, je trouve que c'est une bonne question. Il y a plein d'exemples qu'on a en tête, c'est très riche. Évidemment, le réflexe, ce serait de dire, moi, je m'ennuie dans les musées, donc oui, on peut être insensible à l'art. Donc là aussi, les pièges, si je commence par les pièges à éviter… J'aime bien certains peintres, les peintres de l'art Renaissance, c'est sympa, ou les peintres du 19e siècle, mais alors, dès que c'est de l'art contemporain… ça m'ennuie, toutes ces couleurs sans aucun sens. Dès que c'est plus figuratif, il y a 3 cailloux et on se dit que c'est de l'art, ça ne m'émeut pas. Par exemple, ce genre de choses assez basiques. Donc évidemment, l'enjeu en philo, c'est de dépasser ces choses basiques. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle la doxa, l'opinion commune. Et une copie qui s'en tiendrait là, évidemment, même si elle était… truffée de références, ne serait pas une bonne copie. Donc, l'idée, c'est de, déjà, premier point, ne pas oublier que l'art, ce n'est pas que les arts visuels. Par exemple, la musique, c'est un art. Et très souvent, on est sensible à la musique. C'est très souvent, quand on parle de l'art, en fait, on pense que peinture, sculpture. C'est vrai qu'on pense tout de tableau. Alors qu'en réalité, on pense pas du tout l'art, c'est aussi la poésie, la littérature, la danse. C'est aussi le cinéma, voilà, le 7e art. Et c'est aussi la musique. Et il me semble que c'est peut-être plus facile d'être sensible à la musique qu'à la peinture. En tout cas, que ça permette d'avoir des exemples qui vont faire varier la réflexion. Quelque chose d'important dans les sujets sur l'art, c'est de donner des exemples d'œuvres d'art et de les analyser. D'accord, ok. De ne pas se contenter d'une réflexion très vague, mais d'analyser tel tableau ou telle symphonie. Normalement, ils l'ont fait en terminale, oui, d'avoir des exemples. Normalement, oui, dans le cours, ils en ont étudié. Et puis, on suppose aussi de la part d'un élève de terminale une sorte de curiosité qui fait qu'il s'intéresse un petit peu. Qu'est-ce qu'on pouvait citer, par exemple, sur une œuvre artistique ou… Alors, il y en a plein, là, je ne peux pas dire, mais par exemple, moi, à titre personnel, les arts qui m'émeuvent le plus, c'est la musique et la littérature. Donc, je vois énormément de musique, de morceaux de piano, par exemple, je fais du piano, ou de poèmes que j'aurais pu citer. Mais quelque chose d'important dans ce sujet, c'était aussi de bien analyser la notion d'insensible. Insensible, ce n'est pas la même chose que indifférent. Cette notion de sensibilité, elle est importante. Le mot esthétique, il vient de aesthesis en grec, qui veut dire la sensibilité. Donc il y a vraiment un questionnement sur les émotions, et la sensibilité aussi au sens des sensations et des sentiments, les deux. Le fond de la question, en fait, c'est l'interrogation de est-ce que notre rapport à l'art relève de la sensibilité ou de l'intellect. Par exemple, un historien de l'art, il peut tout à fait s'intéresser énormément à l'art, mais y être insensible.
c'est-à-dire faire marcher sa capacité analytique, son intellect, son savoir. Mais là, ce qui est interrogé, c'est le rapport sensible. Ouais. Et là, par exemple, on aurait très bien pu penser à la notion de catharsis chez Aristote. Donc l'idée que l'art, en particulier la tragédie, provoque une espèce de bouillonnement émotionnel qui crée une purification des émotions. On aurait pu penser aussi à Platon, qui dans la République exclut les artistes de sa cité idéale, justement parce que pour lui, là, on ne peut pas ne pas être sensible à l'art, et que l'art titille tellement notre sensibilité que c'est dangereux pour l'ordre social. Oui, à un moment donné, on ne pouvait même pas enterrer les artistes au cimetière. Donc, alors, il y a une question, c'est vrai qu'on va passer au texte, mais juste avant, une question de Derwish. Est-ce que la note... Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une question sur la philo. Comment on attribue les notes en philo? Comment on est noté? Est-ce qu'on est noté à la tête Enfin, pas à la tête, parce qu'on ne vous voit pas, mais disons, est-ce que ça fluctue? Moi, c'est vrai que une fois, j'avais fait une étude, j'avais donné la même copie à 10 profs, et les notes allaient de 8 à 16, donc c'est extrêmement variable. Est-ce que comment les profs notent une copie de philo finalement? Alors, donc je vois qu'il demande s'il y a un seul professeur. Oui, il y a un seul professeur. D'accord. Mais alors en fait, je vais être complètement transparente sur la procédure. On ne met pas en haut de l'escalier. Non. On démarche. Franchement, ça serait plus simple. Mais généralement, malheureusement, on a une sorte de conscience professionnelle qui nous empêche de faire ça. C'est dommage. Mais donc le jour, donc là en l'occurrence, ça sera demain, quand les professeurs de philo vont chercher leur copie. Il y a toute une journée ou une demi-journée de réunion qui s'appelle la commission d'entente. Donc pendant cette journée, on récupère notre paquet de copies, donc complètement anonyme, on ne sait pas de quel lycée ça vient, etc. Et on passe la journée en réunion pour noter des copies de tests qui ont été sélectionnées par ceux qui dirigent la commission. Donc généralement, c'est 2 copies par sujet. Par exemple, rien que pour les ES, ça fait 6 copies. Et chaque prof, on est, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, chaque prof attribue une note à la copie. Ensuite, on marque au tableau les différentes notes et on observe l'écart ou pas. Il peut y avoir de l'écart, je ne vais pas dire le contraire. Mais pour en avoir parlé avec des profs de français, des profs d'histoire géo et même des profs de maths, en fait, c'est le cas dans toutes les matières. Oui, bien sûr. Même en maths, en fait, selon le prof, ça ne sera pas pareil. Certains sont attachés à la rédaction plus qu'au résultat, etc. Donc oui, il y a des écarts de notation, mais en fait, ce n'est pas pire que dans d'autres matières. Et ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, chacun peut expliquer la note qu'il a mise, expliquer pourquoi, on discute ensemble et ensemble on se met d'accord sur quelles étaient les difficultés de ce sujet, quelles sont les erreurs qu'on risque de rencontrer, quels sont les points qu'on va valoriser justement parce que c'est un peu difficile à trouver, quels sont les grands critères pour sujet par sujet. Et donc chaque prof repart de cette commission et donc à la fin on se met d'accord tous ensemble en disant bon bah voilà, telle copie elle vaudrait tant, donc si j'ai une copie de ce genre-là dans mon paquet, c'est ça. Donc quand on note les copies chez soi, on a en tête ces critères qu'on a établis collectivement. Et qui du coup font que la marge de subjectivité est réduite. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. On va passer on reviendra, donc si vous avez toujours d'autres questions sur la correction des copies, c'est vrai que surtout en philo, ça provoque beaucoup de stress. On va y revenir, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui doit vous passionner aussi. On va, pour le texte, on est toujours au bac ES, on va aller un petit peu vite parce que j'aimerais arriver aux autres bacs. Donc c'était un texte de Durkheim, intitulé « Les formes élémentaires », tiré d'un livre qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », qui date de 1912. Alors, à quelle notion faisait appel ce texte? J'imagine une notion sur la religion, peut-être Oui, alors, comme ce qui est assez rare, hein, parce que souvent on dit que la religion, ça tombe jamais en bac de philo. Finalement, c'est tombé. Exactement. Et ben voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il me semble que c'est une manière détournée et même camouflée d'introduire la notion de religion. Parce que, à part dans le titre, c'est un peu casse-gueule, que ça risque de provoquer vraiment des conflits, enfin, que évidemment chacun pense différemment. Donc, voilà, c'est une question qui est délicate politiquement dans un contexte troublé. Voilà, troublé autour de questions religieuses, à la fois en France et à l'échelle internationale. Donc c'est vrai que souvent on dit la religion, il y a peu de chances pour que ça tombe. Ici, il me semble qu'ils ont trouvé une manière
mais très très indirecte, de faire un sujet sur la religion. Parce qu'à part dans le titre, les formes élémentaires de la vie religieuse, il fallait bien lire le titre quand même. Le mot religion n'est pas dans le texte. Non. Donc finalement, est-ce qu'on pouvait, si on la traitait uniquement sous l'angle de la morale, par exemple, on faisait un hors-sujet ou pas? Non. D'accord, ok. Parce que la référence à la religion était vraiment cryptée. Ouais. Alors, il y a quelques mots qui donnent la puce à l'oreille. Par exemple, autorité morale, respect, spirituel. Ah, il y a quand même spirituel. Quand il parle de pression intérieure et toute spirituelle. D'accord. Ascendant moral. Et plein de références à une forme d'irrationalité. Quand il dit que ce respect exclut toute idée de délibération et de calcul, qu'on ne réfléchit pas aux avantages et aux inconvénients. Donc il y a des allusions à l'idée de religion. Oui, quand il dit le respect et l'émotion que nous éprouvons quand nous sentons cette pression intérieure et toute spirituelle se produire en nous. Voilà. Donc spirituel, voilà. Mais en fait, ça pouvait tout à fait être traité sans aucune référence à la question de la religion, puisque ce dont il parle finalement dans la dernière phrase, c'est la question de la société. Et l'idée qu'en fait, pour les prescriptions sociales, pour les normes sociales, elles s'imposent à nous en nous faisant éprouver un sentiment de respect similaire à celui qu'on éprouve pour la religion, même s'il ne cite pas la religion. Oui, ça peut être la même chose, le respect qu'on éprouve pour l'État, pour les choses politiques, par exemple. Voilà. Pour des règles ou des normes ou des coutumes sociales qui ont presque un caractère sacré pour nous. Ouais. Tellement elle s'impose à nous avec autorité d'une façon indiscutable. Le bac, par exemple. Par exemple, le bac. Mais c'est vrai que, par exemple, chaque année, quand on veut toucher au bac, il y a une espèce de frisson. On se dit, c'est pas possible. Voilà, il y a certaines choses, effectivement, qui sont des institutions sociales qui imposent à nous ce sentiment de pression intérieure, de respect, le sentiment quelque chose au-dessus de nous, finalement. Quelque chose qui nous dépasse et qui est au-dessus de nous et auquel on doit le respect. Ça, surtout pour les ES, donc on attend de la part des ES une certaine connaissance de la sociologie, évidemment. D'accord. Et oui, parce que c'est une capacité de réflexion historique. Donc là, un des attendus, à mon sens, c'est la capacité de contextualiser et de dire Durkheim, début 20e, c'est vraiment la transition vers la société moderne. Donc montée de l'individualisme, montée de l'égalitarisme. C'est dans ce contexte-là que Durkheim écrit ce texte. Effacement des religions, montée de la laïcité, montée de l'athéisme, etc. Et donc, on pourrait dire que l'arrière-plan historique et intellectuel du texte, et que les élèves de ES devraient être capables de cerner, c'est justement cette crainte que beaucoup de penseurs ont pu avoir à cette époque, qu'avec la disparition des religions et avec la montée de l'individualisme, on se retrouve face à une société atomisée d'individus sans lien social. Et là, il montre qu'en fait, la société nous donne ce sentiment de respect qui crée ordre. D'accord. On va un petit peu accélérer parce que c'est vrai qu'il manque de temps. Si vous avez des questions sur les sujets de philo, si vous avez des questions, si vous voulez soumettre à Jeanne le plan que vous avez fait ce matin et que vous n'êtes pas sûr, si vous avez cité un auteur et vous dites que c'est peut-être pas une bonne idée, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour vous répondre, alors surtout vous. Mais moi, je ne fais qu'animer. Alors, on va passer à la série L et puis on finira avec le bac S. Donc la série L, on va aller assez rapidement. Premier sujet, la culture nous rend-elle plus humains? Un deuxième sujet, peut-on renoncer à la vérité? Et troisième, décidément, la vérité est un sujet très, très choisi cette année. Et puis un troisième sujet sur Schopenhauer, avec tiré de Le Monde comme volonté et comme représentation, un texte de 1818 sur le désir et l'inconscient. Donc le premier sujet, la culture nous rend-elle plus humains? Est-ce qu'il y avait un piège? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme plan Alors celui-là, c'est un sujet, moi j'aime pas trop ce sujet, je dois avouer, qui est très tarte à la crème, très bateau. Le sujet un peu basique avec la culture nous rend-elle plus humains, c'est ce que j'ai dit au début, c'est d'abord la culture c'est bien, etc. Mais puis évidemment ça nous rend plus intelligents, plus éduqués. Et puis deuxième partie, oui, mais enfin les nazis ils étaient très cultivés quoi. Enfin, c'est un peu le genre de plan qu'on a, le nazi mélomane. Voilà, le nazi mélomane qui adore Mozart, etc. Ouais. Et qui finalement est
Un barbare, donc ce genre de plan, c'était ce qu'il fallait faire? Alors généralement, le genre de plan auquel on pense du premier coup, c'est justement celui qu'il ne faut pas faire. D'accord, enfin, c'est-à-dire, on a 4 heures pour l'épreuve. Donc si en 4 heures, on fait ce qu'on est capable de faire en 5 minutes, il y a un problème. D'accord. Donc ça c'est des choses qu'on peut dire, mais qui sont justement le point de départ qu'on doit dépasser. D'accord, ok. Donc là, par exemple, quelque chose qui est essentiel, c'est, comme toujours en philo, de problématiser les notions. D'accord, et donc là, le problème, c'était quoi? Là, il faut problématiser la notion de culture, c'est-à-dire la notion de culture, et ça, c'est une des notions du programme. Les élèves ont forcément vu la polysémie de cette notion avec leur prof. La quoi? La polysémie, donc le fait qu'elle ait plusieurs significations. D'accord. Donc culture, ça peut renvoyer à cultiver, au sens d'être érudit, avoir des connaissances. Ça renvoie aussi à la diversité des cultures, au sens des diverses coutumes, des diverses institutions sociales d'un peuple à un autre. Et ça renvoie aussi à la culture au singulier, par opposition à la nature, en tant qu'un des propres de l'homme, un des signes distinctifs, ou des caractères distinctifs de notre espèce. Donc il fallait vraiment jouer sur ces différents sens, différents tableaux. Et pas s'en tenir à la culture au sens d'être cultivé. De la même façon, pour humain, il fallait absolument problématiser cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire être humain ? Si on prend humain comme appartenir à l'espèce biologique Homo sapiens, à ce moment-là, c'est complètement absurde de dire je suis plus ou moins humain. Un chien ne peut pas être plus ou moins chien, ou un chat ne peut pas être plus ou moins chat. Donc ça montre que la notion d'humain, elle a plusieurs sens et qu'elle renvoie aussi à un certain idéal moral, un idéal qu'on appelle l'humanité, donc un idéal de bonté, etc. Et à ce moment-là, c'était le rapport entre ces différentes significations qui était intéressant à faire jouer. Donc pas s'en tenir, donc évidemment interroger la foi fondamentale de par exemple la Renaissance ou des Lumières, c'est-à-dire la foi dans la capacité du savoir de rendre meilleur. Qui est aussi la foi de la philosophie. Je rappelle que philosophie, Sophia, ça veut dire à la fois le savoir et la sagesse. La sagesse, moi je m'appelle Sophie, donc je sais. Voilà, donc il y a bien cette idée d'humanisation ou de moralisation par le savoir. D'accord, et en deuxième partie, du coup, il fallait faire jouer, là aussi il fallait ébranler par exemple cette idée-là. Un renversement qui serait possible, mais il n'y a aucune obligation dans le traitement d'un sujet, mais ça serait de dire par exemple, si je dis oui la culture rend plus humain, si j'en tire la conclusion, d'une certaine façon, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est que plus tu es cultivé, plus tu es humain. Moins tu es cultivé, moins tu es humain. Et donc, est-ce que dire ça, c'est pas inhumain? Au sens où, est-ce que c'est pas une forme de discrimination et de mépris qui correspond pas du tout aux valeurs de bonté et d'amour universel qu'on met derrière l'idée d'humain? Donc ça serait une sorte de renversement possible, par exemple. D'accord, merci. Un deuxième sujet sur la vérité. Donc là, est-ce qu'il y avait un piège, par exemple? Alors, ce sujet, personnellement, je le trouve très bizarre. Peut-on renoncer à la vérité? Là, quelque chose qu'il fallait bien analyser, c'était le peut-on. Peut-on, ça a plusieurs significations. Ça peut signifier, est-ce que c'est possible? Par exemple, est-ce qu'en tant qu'humain, il m'est possible de renoncer à cette grande quête de l'humanité qui est la vérité? Mais ça peut signifier aussi, moralement, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de mentir, finalement? Voilà. Donc, il y a ce jeu-là était très intéressant. Il faut vraiment analyser les termes avant de faire une copie de philosophie. C'est vraiment tout le secret d'une bonne copie, c'est d'avoir vraiment compris les termes du sujet avant de se lancer bille en tête. Oui. En fait, une image que j'utilise, qui me paraît assez parlante. Il y a des mots à double sens. Mais c'est comme, par exemple, quand on fait de l'escalade. Si j'arrive en face de la paroi, je la regarde même pas, je grimpe, il y a de fortes chances pour que la voie que j'emprunte, en fait, elle soit pas possible et je me retrouve bloquée comme un con au milieu de la paroi. Donc le truc, et c'est pareil avec un sujet, c'est je fonce pas, au contraire, je m'arrête, je recule, je regarde c'est quoi cette paroi, par où on peut passer, est-ce qu'il y a des voies d'escalade qui sont plus faciles ou plus difficiles, plus élégantes, plus intéressantes, quoi. Voilà.
Juste le troisième sujet, c'était un texte de Schopenhauer. Est-ce que la plupart des élèves prennent plutôt les textes ou plutôt les dissertations? Souvent on dit que c'est les commentaires, non, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire de la paraphrase, ça va être plus simple. En fait, souvent, les élèves qui n'ont pas bossé pendant l'année, ils prennent le commentaire, prennent le texte en se disant ouais, c'est bon, j'ai quelque chose auquel me rapprocher. Et donc, moi, ça me paraît plus compliqué. La moyenne est pire généralement pour l'explication de texte. Donc, on a une meilleure moyenne en dissertation en général? Souvent, ouais, les moyennes de risque. Et puis souvent, c'est des élèves qui ont mieux travaillé qui prennent les dissertes. Alors, quelle était la difficulté de ce texte? Alors, ça faisait appel au désir, à l'inconscient. Oui, donc ce texte, un des attendus, à mon avis, c'était de montrer en quoi Schopenhauer, ici, se pose d'une certaine façon comme un précurseur de Freud, un précurseur de la psychanalyse et de l'idée d'inconscient. Une des difficultés du texte, c'est son apparente facilité. C'est un texte très littéraire, très psychologique. Il n'y a pas grand-chose de très technique auquel se raccrocher. Donc ça veut dire que pour éviter la paraphrase, il faut vraiment, au contraire, mettre le paquet sur tout ce qu'on peut apporter au texte comme théorisation et comme référence philosophique. Donc là, montrer en quoi Schopenhauer ici pressant des concepts que Freud théorisera avec l'idée de psychanalyse, ça pouvait être quelque chose qui permettait de donner un petit peu de classe à Mais on peut parler de l'inconscient alors que ce n'était pas encore l'époque, oui, alors que Freud est arrivé après. Alors, avec toutes les précautions qui on peut mélanger les auteurs qui n'ont pas la même époque. Oui, alors c'est pas mélanger, c'est les mettre en relation. D'accord, ok. Donc c'est pas gênant. On va arriver, alors je suis désolée de vous presser, mais c'est vrai que le bac S, beaucoup de candidats passent le bac S chaque année. Hein. Donc là, on avait un sujet où on parle un peu d'amour quand même, c'est important. Le désir, au moins de désir. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Alors ça, c'est un sujet sympa. C'est un très beau sujet. C'est un beau sujet. Les deux dissertations de S sont... Ouais, ils ont été gâtés les S, j'ai l'impression. Oui, c'est les petits chouchous les S. C'est les plus nombreux en tout cas. Donc, le désir est-il la marque de notre imperfection? Là, immédiatement, c'est un sujet... Bon, le désir, c'est une des notions principales du programme. Des références auxquelles ça peut renvoyer, c'est... une des premières références qui vient à l'esprit, c'est Platon. Ouais. Par exemple, avec le mythe de l'androgyne, dans lequel il explique que... on a été séparés de notre moitié, voilà. Et donc c'est une sorte d'imperfection ou d'incomplétude qui nous amène à désirer. Il me semble que là aussi, pour dépasser les clichés ou les choses qui vont se retrouver dans toutes les copies, il fallait aussi aller dans la subtilité. Donc, par exemple, on pouvait se demander, est-ce que le fait que je désire, donc que je ne sois pas satisfait de ce que j'ai, que je désire autre chose, ailleurs, plus, mieux, demain, hier, etc. Est-ce que c'est la marque de mon imperfection en tant qu'appartenant à l'humanité ou bien est-ce que c'est la marque de l'imperfection du réel? C'est-à-dire, est-ce que si je désire, c'est parce que la nature humaine est imparfaite, contrairement à la nature divine? Une Porsche, par exemple, c'est parce que c'est aussi la société qui... Alors, il peut y avoir effectivement cette réflexion sur sur d'autres causes du désir. Mais c'est vrai qu'une alternative possible me semblerait être donc de dépasser l'image classique et antique du désir comme imperfection dont il faudrait se débarrasser par la sagesse. Donc ça, c'est toutes les écoles de philosophie antique, comme le stoïcisme par exemple, qui cherchent à nous délivrer du désir. Il y a la même chose dans le bouddhisme, qui est rarement étudié au lycée, mais voilà, la tentative d'arrêter de désirer pour se contenter, se satisfaire. Mais on pourrait dépasser cette vision-là vers une vision plus moderne, plus positive, plus dynamique du désir, en disant que le désir, que le fait que nous désirions autre chose que ce qu'on a, prouve simplement une sorte d'imperfection du réel et d'inadéquation. C'est pas qu'on est moins parfait que les dieux, c'est qu'on est plus parfait que le réel et que donc on aspire à plus que ce qu'il peut nous donner. D'accord. Est-ce qu'il y avait on pouvait citer des auteurs Oui, alors sur le désir, énormément d'auteurs inscrits. Donc là, j'ai évoqué Platon, les stoïciens. Schopenhauer a pas mal parlé de la notion de désir. Et évidemment, et ça permettrait d'envisager le sujet sous un autre angle, Freud, avec la vision psychanalytique du désir, qui du coup
amène à voir le sujet, pose la problématique d'une façon complètement différente. Et ça serait un décalage intéressant. Merci. Alors, éprouver, deuxième sujet, toujours une dissertation, éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Alors, ce sujet, ce qu'il a de difficile, c'est sa longueur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... faut le comprendre déjà. Là aussi, voilà, faut le comprendre. C'est plus difficile quand même. Il faut être... Les exemples viennent en tête plus difficilement, il me semble, non? Oui. Alors moi, l'exemple qui me vient immédiatement, pas été en cours cette année, c'est parce que je suis prof de philo, c'est... et je pense qu'en plus, j'imagine que celui qui a inventé ce sujet devait avoir cet exemple en tête, mais je ne sais pas trop. C'est dans Émile de Rousseau, donc un traité d'éducation, où Rousseau se demande comment je vais expliquer à Émile, donc un petit garçon fictif, ce que c'est le juste et l'injuste alors qu'il est trop petit pour comprendre. Et l'idée qu'il a, c'est de lui faire planter un jardin. Et tous les jours, Émile arrose son jardin, s'en occupe et tout ça. Donc il travaille, il y met du sien, des efforts, de l'attention et tout et tout. Et une nuit, le jardinier, sur ordre du pédagogue, détruit tout le jardin. Et quand Émile se réveille le lendemain, son jardin est bousillé. Il n'y a plus rien. Le fruit de mois de travail a disparu. Et du coup, il éprouve l'injustice. Et c'est comme ça que ça fait naître chez lui le sentiment du juste et de l'injuste et les notions de juste et de l'injuste. Donc d'une façon pas du tout abstraite, du genre fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas juste, mais par l'expérience. Donc du coup, d'une façon plus large, ce sujet, il pouvait inviter à réfléchir au lien entre l'expérience, donc éprouver, et la connaissance, savoir. Ah oui, donc du coup, on pourrait dire, est-ce qu'on peut connaître, je sais pas, les passions ou le désir sans l'éprouver ou choses comme ça? Voilà. Enfin, il y a toutes sortes de choses. En tout cas, il y avait effectivement cet arrière-plan de réfléchir sur est-ce qu'il peut y avoir un savoir purement théorique qui ne passe pas par l'expérience. Du coup, est-ce que le juste et l'injuste, c'est des pures notions abstraites ou est-ce que ça implique aussi quelque chose de plus sensible? Et là, par exemple, il y a plein de philosophes du XVIIIe siècle qui ont rattaché la notion de justice à cette notion d'expérience ou d'éprouver. Donc Rousseau, par exemple, mais aussi Hume ou beaucoup de philosophes anglais, qu'on pourrait opposer à une tradition plus intellectualiste, par exemple platonicienne. Donc chez Platon, il y a au contraire l'idée que le juste, c'est pas un objet de sentiment, c'est pas quelque chose qu'on éprouve ou pas, mais c'est une idée, une forme à laquelle on a accès, ou à laquelle le meilleur accès, en tout cas le plus pur, se fait par la raison. Exactement. Et on peut l'élargir à plein d'autres choses finalement. Oui. Et c'est pas hors sujet que de dire que ça peut être élargi à d'autres sujets. Alors après, il ne faut pas non plus aller... De toute façon, en fait, l'essentiel dans ce qu'on dit, c'est toujours de faire après explicitement le lien avec le sujet. D'accord. Si on peut utiliser plusieurs notions qu'on a utilisées pendant l'année pour répondre et même, à en fait, plus on le fait, et plus ce qu'on écrit va être riche et original. D'accord, ok. Mais si on ne fait pas c'est pas au correcteur d'imaginer que peut-être dans votre tête, vous aviez pensé à ci ou ça. Lui, il peut juste lire ce qui est écrit noir sur blanc. D'accord. Donc, si le lien est fait, c'est très bien. Est-ce que... alors, le sujet 3, c'était un texte de Mill, tiré de Système de logique, 1843. Donc là, c'était un sujet qui abordait une notion de vérité, si je ne m'abuse. Quels étaient, là aussi, les écueils dans lesquels ne pas tomber? Alors, contrairement au sujet de disserte, ce texte, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, ouais. C'est vrai que c'est moins... Il est assez difficile. Je pense qu'à mon avis, les élèves, à mon avis, ont beaucoup pris le désir ou l'injustice. Probablement le désir, c'est celui qui sonne le plus familier. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se dire je vais prendre le commentaire coûte que coûte. Eh oui. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se disent la disserte, c'est pas pour moi, de toute façon je prends le commentaire. Mais c'est un sujet sur 3. Donc, voilà. Donc là, c'était le truc, le piège pour ceux qui n'ont pas travaillé pendant l'année et qui croyaient pouvoir se rattraper. Et ben voilà. Donc là, qu'est-ce que vous auriez fait? Alors là, donc déjà, l'idée générale, parce que je pense qu'il est tellement... pas très clair que peut-être c'est pas inutile d'expliquer en gros ce qu'il voulait dire. De quoi ça parle? Donc en gros, il fait une comparaison entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Donc l'exemple qu'il donne des sciences naturelles, c'est l'astronomie, en expliquant pourquoi les sciences sociales peuvent pas avoir le même degré de certitude que les sciences naturelles.
Très souvent, on dit les sciences naturelles, c'est les sciences dures ou les sciences exactes, et les sciences sociales, c'est les vraies sciences. Ouais. Et les sciences sociales, c'est les sciences, même des fois on dit les sciences molles, donc d'une façon évidemment un peu péjorative. C'est vrai que les études, les sciences sociologiques, c'est souvent basé sur des études statistiques, par exemple, sur des sondages. Alors on se dit oui, mais alors le sondage, il était fait sur pas assez de gens, ou c'était... Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Alors qu'on se dit que la biologie ou la physique, c'est quand même plus sérieux. Et donc justement, ce qu'explique Mill ici, c'est qu'effectivement, comme il le dit vers le milieu du texte, il y a une différence de certitude dans ces différentes sciences. Une différence de probabilité ou de certitude, ou de scientificité, si on veut. Mais que ce n'est pas lié à un défaut des sociologues, par exemple, ou des anthropologues, mais aux objets qu'ils étudient eux-mêmes. C'est-à-dire que les données sur lesquelles travaille la sociologie ou sur lesquelles travaillent les sciences sociales n'ont pas le même degré de régularité et de certitude que ce qui se produit pour les astres, par exemple. Oui, puis... Voilà, la différence de certitude n'est pas dans les lois elles-mêmes, elle est dans les données auxquelles ces lois doivent être appliquées. C'est-à-dire, une société, c'est fait d'individus humains, donc avec toutes sortes, avec une complexité qu'il n'y a pas dans le système des planètes. Bah oui. Les planètes, elles font des ronds. Si un sociologue comme Durkheim peut faire une étude sur le suicide, par exemple, en 1920, évidemment, 50 ans après, comme les données, les êtres humains sur lesquels l'étude a été faite ont changé, peut-être que ça va changer, tandis qu'une étude sur les planètes... Et même quand Durkheim fait cette étude, il est obligé de prendre en compte tellement de causalités. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas du suicide, il y a des causes sociales, mais il y a aussi des causes psychologiques qui dépendent de chaque individu, peut-être certaines psychiatriques, peut-être certaines liées à des circonstances, à des événements qui se sont produits, peut-être à des antécédents familiaux. Voilà, la météo. C'est vrai qu'en Scandinavie, il y a plein de suicides. Donc, en fait, il y a une telle combinaison de facteurs et de causes complètement embrouillées, plus une marge de liberté des êtres humains, qui fait que la matière sur laquelle on travaille est tellement complexe que les lois qu'on en tire cherchent à mettre de l'ordre là-dedans, mais sans pouvoir jamais le faire avec autant de netteté que dans quelque chose de plus clair ou de plus simple d'une certaine façon. Que la matière avec laquelle est fait le diamant, par exemple. Alors après... ça repose aussi, et ça c'était quelque chose d'important, là aussi pour dépasser la paraphrase et rentrer dans un commentaire plus philosophique, de dire que ce que Mill dit, ça tient aussi à une conception de la science qui date du 19e siècle. Et que... Oui, il faut regarder, ça date de 1843 quand même, ce texte. Et que par exemple l'idée de... que aujourd'hui, il y a plein de modèles permettant de penser les sciences naturelles qui montrent que même les sciences naturelles, par exemple Popper dont je parlais tout à l'heure, que même dans les sciences naturelles, en fait, on n'a pas une vérité ou une certitude absolue, que c'est toujours en termes de probabilité que ça se joue, de modélisation, etc. Donc on pouvait là aussi essayer de rendre plus subtile l'opposition qui crée, ou en tout cas la discuter. D'accord. Est-ce que vous vouliez... alors, on va aborder la techno, le sujet de philosophie pour les sections technologiques. Il ne faut pas les oublier, surtout qu'ils sont très nombreux, et je les salue. Donc, nous corrigeons les sujets de philo du bac 2018 avec Jeanne Burgat, qui est avec nous du cours Thalès. Alors, pour les sujets du bac technologique, est-ce qu'il y avait des surprises ? Est-ce que les sujets vous ont un petit peu étonné? Alors, c'est un petit peu différent des bacs généraux dans le sens où il y a 3 sujets, une dissertation, l'expérience peut-elle être trompeuse, un deuxième sujet de dissertation et un commentaire. Et puis, il y a des questions pour expliquer le texte. Puis le texte est quand même un petit peu plus court et avec un auteur assez facile finalement. Montesquieu de l'esprit des lois, c'est un sujet... qu'ils ont bien sûr, j'imagine, travaillé pendant l'année. En principe. Effectivement, le sujet qui est différent dans le bac technologique, c'est l'explication de texte qui est guidée par des questions. Qui est guidée par des questions, oui. Alors, peut-être le premier sujet, l'expérience peut-elle être trompeuse? C'était un sujet sympa, là aussi, non? Oui, c'est pas...
facile. C'est pas très facile. Donc ouais. L'expérience, c'est une des notions du programme au bac technique. Et c'est une notion qui est complexe. Et là aussi, il fallait utiliser cette complexité. En tout cas, pas si simple. On peut pas. À mon avis, il faut vraiment. Enfin, de toute façon, c'est comme tous les sujets, mais là, c'est pas un sujet qui est immédiatement parlant. Ouais. Et il faut y réfléchir. Donc, très souvent, on dit que les sens sont trompeurs. Oui. Et on donne tous les exemples des illusions d'optique. Oui. C'est un grand lieu commun de la philosophie de montrer que les sens nous trompent. Dans les méditations métaphysiques de Descartes, par exemple, il utilise plein d'arguments de la philosophie sceptique pour montrer qu'on ne peut pas faire confiance à nos sens, qu'ils peuvent nous tromper, et ils font tout un raisonnement là-dessus. La notion d'expérience, elle est double au minimum, c'est-à-dire que d'un côté, elle renvoie à l'expérience sensible, c'est-à-dire les sensations, dans une interprétation un peu technique, philosophique, et plus couramment, elle renvoie à l'expérience accumulée par la mémoire. Ouais. Et à ce qui fait mon expérience parce que mon vécu a été mémorisé, s'est accumulé, et que généralement, je me fonde sur cette expérience pour en tirer des conclusions. Est-ce qu'il y avait des exemples qu'on pouvait citer pour ce sujet, l'expérience peut-elle être trompeuse? Un exemple que j'aime bien, c'est un exemple donné par un philosophe qui s'appelle Russell, qui s'appelle l'exemple de la dinde inductiviste. C'est quoi? Donc, c'est une dinde. Tous les matins, le fermier vient lui donner à manger à 8h pile. Je sais plus exact, on va dire que c'est ça. Et ça se reproduit tous les jours. Et donc, comme c'est une dinde, mais elle n'est pas non plus complètement débile, elle raisonne et elle en déduit la vérité générale. Tous les matins, à 8h, le fermier vient me nourrir. Ouais. Sauf que la veille de Thanksgiving, le fermier vient à 8h et il la zigouille. Ouais. Et donc, elle a, par induction, c'est-à-dire par répétition d'une expérience, elle en avait tiré une idée générale qui, en fait, s'est avérée trompeuse. Alors, ça paraît anecdotique, mais... Pauvre dinde. Mais oui, c'est triste, hein. Mais bon, c'est bon à manger. Mais ça montre que cette démarche qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire de tirer des conclusions générales de notre expérience, c'est pas toujours bon. C'est pas rigoureux. C'est le problème de l'induction. Juste, il nous reste quelques minutes. Peut-on maîtriser le développement technique? Alors ça, c'est une question très importante actuellement, avec tous les développements en intelligence artificielle, en biotechnologie, etc. Donc là, il y avait un contexte il y avait pas mal d'exemples, sérieux. Il y a énormément d'exemples. Et donc ici, toute l'ambiguïté, c'était de savoir si nous sommes maîtres du développement technique ou si c'est lui qui nous dirige. Moi, j'ai l'impression qu'il nous dirige complètement, personnellement. Alors, du coup, en tout cas, mon téléphone mobile me dirige. Voilà, il y a quelque chose, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Ouais. Et en même temps, c'est notre création. Bah oui. Donc, c'était ça l'ambiguïté fondamentale. Et il fallait, à mon sens, bien réfléchir à ce « on ». C'est qui on? Est-ce que c'est l'humanité Par exemple, moi, individuellement, c'est vrai que ce n'est pas moi qui décide quelles évolutions technologiques il va y avoir ou pas. Ouais. Mais du coup, ça permet de réfléchir à qui dirige l'histoire, comment ça se passe. Et qui dirige le développement technologique, finalement. Voilà. Sur le sujet de Montesquieu, il y avait donc il y a des questions pour permettre d'aider l'élève à commenter ce texte. Est-ce qu'il y avait... qu'est-ce qu'il fallait dire? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'important à relever? Oui, donc c'est un texte qui est très classique et qui met en place une distinction entre liberté et indépendance. Et il a beau être classique, je pense qu'il y aura beaucoup de contresens parce que il dit quelque chose qui va tellement contre une idée qu'on a très profondément ancrée, c'est-à-dire on définit tout le temps la liberté comme je peux faire ce que je veux. Ouais. Et les profs de philo ont beau répéter toute l'année, c'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est pas ça, ça rentre pas. Toujours la liberté s'arrête. Voilà. Et donc ici, cette redéfinition de la liberté paradoxale et qui en plus est contrariante de dire en fait la liberté politique ne consiste pas à faire ce que l'on veut. En fait, voilà, c'est pas ça la liberté, c'est juste pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Donc une définition politique assez raisonnable et restrictive de la liberté. C'est ça le point qui, à mon sens, est à la fois martelé dans l'histoire de la philo et à la fois que, en tant qu'humain ayant un peu un désir de toute-puissance, un désir infantile de pouvoir faire ce qu'on veut et de définir la liberté comme ça, on a du mal à faire rentrer cette idée.
D'accord. Qu'est-ce qu'on aurait répondu toujours pour le bac techno, hein, on corrige la philo pour le bac techno. Juste une petite réponse. Que signifie l'indépendance dans le texte, par exemple? Alors ici, l'indépendance, ça renvoie à ce qu'il explique de la liberté, enfin de notre définition ordinaire de la liberté, c'est-à-dire faire ce que l'on veut, ne pas dépendre des autres, ne dépendre de rien ni de personne. Et en fait, cette idée d'indépendance, au fond, elle est illusoire, puisqu'en réalité, quoi qu'en dise la pensée libérale, le self-made man, ça n'existe pas. On dépend tous les uns des autres. Ouais. Et on dépend de la nature pour nous nourrir. Je ne dois rien à personne, ça n'existe pas. Voilà. C'est complètement idiot. Merci beaucoup, Jeanne. L'émission se termine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir posé vos questions. Merci beaucoup, Jeanne. C'est très, très gentil à vous d'être venue corriger l'épreuve de philo à l'issue de l'épreuve. Et je vous donne bien sûr beaucoup de courage pour le reste du bac. Au revoir.